Croyant sa femme décédée depuis 3 ans, un homme la retrouve par hasard pendant ses vacances. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsqu'une personne disparaît, ses proches ressentent de la tristesse, de l'anxiété et de la panique. Les familles des personnes disparues commencent à s'inquiéter de ce qui leur est arrivé. La plupart du temps, la recherche de ces personnes dure trop longtemps et les familles abandonnent et déclarent la personne disparue morte. Mais heureusement pour certains, ils sont finalement retrouvés. Dans cette vidéo, nous dévoilons les histoires bouleversantes de 8 personnes disparues et miraculeusement retrouvées. Embarquez avec nous pour un périple fascinant à travers ces récits extraordinaires. Découvrons ensemble ces histoires. Numéro 8. Alexander Selkirk. Il est possible que vous ne reconnaissiez pas ce nom, mais si vous avez lu Robinson Crusoe, vous pourrez vous identifier à l'histoire. Ce livre, qui a été adapté en film, a été nommé d'après le récit de Selkirk. Selkirk était un corsaire écossais et un commandant de la Royal Navy. Il a choisi de vivre comme un naufragé pendant 4 ans et 4 mois sur une île inhabitée du Pacifique Sud. Il part en expédition avec le capitaine Stradling lorsqu'il l'informe que le navire a besoin de réparation. Le capitaine n'en a pas tenu compte et lorsqu'ils se sont arrêtés sur une île pour se ravitailler, Selkirk a décidé de rester sur place pour éviter de monter sur un navire risqué. Après quelques instants, il a changé d'avis, mais il était trop tard. Le capitaine ne l'a pas laissé monter à bord. Selkirk a été abandonné sur l'île et devait compter sur son instinct de survie. Il restera seul sur l'île pendant 4 ans et 4 mois, survivant grâce à un régime alimentaire équilibré composé de chèvres, de fruits de mer, de cressons et de navets. Le jour fatidique où il a finalement été sauvé, il a entendu des bruits et est sorti pour voir de quoi il s'agissait. Il a découvert des navires, mais il n'était pas sûr qu'ils soient ses ennemis ou qu'ils soient de son côté. Mais il ne le saurait pas s'il ne faisait pas un pas. Il a pris donc son courage à 2 mains et a attiré leur attention. En arrivant sur le rivage, Selkirk a levé les mains en signe de reddition. Il s'est avéré que les personnes à bord étaient anglaises. Ils l'ont fait monter sur leur navire et ont navigué pendant 1 an avant de retourner en Angleterre. Son histoire a été écrite par quelqu'un de sa ville et a été modifiée par Daniel Defoe pour en faire le livre Robinson Crusoe. Mais comment abandonner un frère sur une île déserte ? Quel comble de cruauté ! Numéro 7. Michelle Whitaker. Whitaker a disparu au début de l'année 2002 lorsqu'un ami l'a déposée à un relais routier. Personne ne semblait savoir où elle se trouvait. Elle a donc été portée disparue le 16 août 2002. L'ami qui l'a déposée a d'abord fait l'objet d'une enquête en tant que suspect, mais après avoir passé un test polygraphique, il a été écarté de la liste des suspects avant de partir. Whitaker avait été arrêté pour conduite sous l'influence de drogue et n'a disparu que peu de temps après sa sortie de prison. Elle était censée suivre un traitement pour abus de drogue et d'alcool, comme l'avait ordonné le tribunal. Pendant sa disparition, son dossier de crédit et son numéro de sécurité sociale n'ont fait l'objet d'aucune activité, ce qui a conduit les enquêteurs à soupçonner un acte criminel, mais aucune preuve n'est venue étayer leurs soupçons. L'affaire Whitaker a ensuite fait l'objet d'une enquête pour homicide après la disparition de l'une de ses collègues, Heather Sellar, laissant penser qu'un tueur en série ou un ravisseur était peut-être en liberté. Au cours de l'année 2008, une femme a regardé un épisode de Forensic Files qui présentait la condamnation pour meurtre de Jonathan Vick, le petit ami de Sellar, que la police soupçonnait d'avoir assassiné Whitaker. Vick avait été suspecté dans une affaire de viol et de meurtre en 1995, dont le mystère n'avait pas encore été élucidé à l'époque. La femme est alors tombée sur une photo du supposé meurtrier de Whitaker. Il s'est avéré que Whitaker était la voisine de cette femme dans l'Oregon. Elle a appelé la police en lui communiquant le lieu de résidence de Whitaker. En août, les autorités ont annoncé que Whitaker avait été retrouvée vivante dans l'Oregon, où elle vivait bien sous le même nom. Elle a retrouvé sa famille et leur a dit qu'elle avait disparu pour commencer une nouvelle vie. Qui pourrait lui en vouloir ? Parfois, nous avons besoin de nous éloigner des visages familiers pour trouver la paix. Nous ne recommandons pas un tel comportement indiscipliné. Il vaut mieux essayer une thérapie ou au moins informer ses proches de sa décision de vouloir faire une pause. Numéro 6. Denise Bolser. Denise Bolser a disparu le 17 janvier 1985 de sa maison de Raymond, dans le New Hampshire, où elle vivait avec son mari divorcé. Elle avait déposé son mari à Manchester et était revenue à la maison dans son véhicule plus tôt dans la journée. En rentrant chez lui,
le mari de Madame Bolser a trouvé une note disant « Nous avons votre femme ». Il a aussi trouvé des traces de pas dans la neige. Qui a pu enlever sa femme et pour quelle raison? Les ravisseurs auraient-ils demandé une rançon? Voici quelques-unes des questions qu'ils se posaient à ce moment-là. Quelques jours plus tard, la police a trouvé un camion abandonné à l'aéroport Logan. Après l'avoir fouillé, ils ont découvert l'acte de naissance, la carte de crédit et la carte de sécurité sociale de Bolser. Mais rien n'indiquait où elle pourrait se trouver. Les autorités soupçonnaient qu'elle ait été enlevée ou peut-être assassinée, mais aucune preuve réelle ne confirmait cette hypothèse. Elles ont conclu qu'elle était partie de son propre chef. La famille de la jeune femme était d'un avis contraire. La police ne parvenait pas à élucider le mystère de sa disparition, son mari a donc demandé le divorce. Cela a mis fin à ses recherches en tant que suspect dans l'affaire. Quelques mois après sa disparition, son employeur, une société de messagerie, l'a accusée d'avoir détourné entre 12 000 et 100 000 $. En 1986, elle a été accusée d'absentéisme, mais les charges ont été abandonnées par la suite. Cependant, en 2002, un enquêteur privé a donné une piste concernant une certaine Denise résidant en Floride. Elle avait la même date de naissance que la Denise Bolser disparue. La piste a été suivie et s'est avérée exacte. Denise vivait à Panama City, en Floride, sous un nouveau nom, Denise James. Elle a avoué s'être enfuie après que son ex-patron l'ait menacée de mort. Numéro 5, Michelle McMillan. Michelle McMillan, 27 ans, venait de déposer son fils de 6 ans, Jaden, chez une amie à Harrisburg, en Pennsylvanie. C'était le 28 septembre 2002 lorsqu'elle a disparu. Après avoir déposé son fils, elle est retournée en Louisiane où elle suivait des cours du soir. Elle a appelé son amie pour dire bonne nuit à son fils et lui a promis de la rappeler plus tard. Elle n'a jamais rappelé. Avant de disparaître, ses parents avaient proposé de garder son fils chez eux pendant qu'elle retournait en Louisiane pour terminer ses études à l'université d'État de Grambling. La voiture de Michelle a finalement été retrouvée sur le bord de la route, près de McGuy Avenue, à Hagerstown, dans le Maryland, avec son téléphone portable, ses cartes de crédit, son sac à main et un peu d'argent. Madame McMillan avait été licenciée de la Progress Emmanuel Presbyterian Church en raison de ses mauvaises performances professionnelles et la police l'a déclarée recherchée pour des accusations de vol de 400 $. Cependant, en décembre 2008, un ami de la famille a informé les détectives que Madame Millan travaillait dans un hôtel de Martinsburg, en Virginie occidentale. Quel mouchard a-t-elle dû se dire? Mais avant l'arrivée des inspecteurs, Madame McMillan s'est enfuie. 3 ans plus tard, une femme qui avait vu l'épisode de la disparition de Michelle McMillan a appelé pour signaler qu'elle l'avait vue travailler comme coiffeuse à Oakland, en Californie, sous un nouveau nom, Danielle Jones. La police est entrée en action et a arrêté Michelle McMillan. Elle a été ramenée à Harrisburg, en Pennsylvanie, puis inculpée de fraude, de vol et de contrefaçon. Elle a finalement été condamnée à payer 6 000 $ de dédommagement. Numéro 4. Shioma Gray. Le matin du 13 décembre 2007, lorsque Gray a été vue pour la dernière fois, son père et son frère l'avaient déposée à l'école Buena High School de Ventura. Sa mère est arrivée à l'école dans l'après-midi pour la récupérer, mais elle avait disparu. Les responsables de l'école et ses amis ne l'ont pas vue en classe ce jour-là. Sa famille a signalé sa disparition et les enquêteurs de la police de Ventura ont commencé à la rechercher. Plus tard, les enquêteurs ont appris qu'elle avait eu une relation avec un homme nommé Paul Tafoya, qui avait été condamné pour acte obscène et lascif sur une mineure. Il avait été mis à l'épreuve pendant 3 ans à condition de ne pas avoir de contact avec Gray ou tout autre mineur en l'absence d'un adulte responsable. Par ailleurs, la police a été informée de la disparition d'une Acura blanche de 2008 dans le garage de Ventura où Tafoya travaillait avant la disparition de Gray. Il avait été vu pour la dernière fois au volant de la voiture plus tôt dans la matinée. Une caméra de sécurité de l'école de Gray avait filmé un véhicule dont la description correspondait à celle du véhicule volé qui s'était arrêté à l'école. On a découvert par la suite que le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule avait franchi la frontière mexicaine. En 2010, un enquêteur privé a déclaré avoir trouvé la voiture volée dans un complexe près d'Acapulco, une ville du sud du Mexique. Il a également trouvé des preuves indiquant que Tafoya et Gray y vivaient et y travaillaient. Le 1er septembre 2011, Tafoya a appelé la mère de Gray,
lui demandant de venir la chercher au Mexique. Un mois plus tard, Gray et Tafoya sont retournés en Californie avec les US Marshals. Tafoya a été arrêté et inculpé de vol d'enfants et de violation de la probation. Il a été reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison. Numéro 3, Judith Bello. Judith Bello, mère de 2 enfants et employée à la National Food Corporation de Sylvania, a été vue pour la dernière fois le 13 décembre 1993. Cette femme mariée de 28 ans, qui résidait à Stenwood, dans l'État de Washington, n'était pas venue chercher son fils à la garderie. On a découvert par le bureau de poste de la ville que sa voiture avait été abandonnée, ce qui a déclenché une enquête qui a duré près de 20 ans. En 2011, le bureau du shérif a reçu un appel d'une femme qui affirmait avoir vu son profil dans les dossiers de personnes disparues sur leur site web officiel. Cette femme s'est avérée être Judith, déclarée disparue depuis près de 20 ans. Elle a déclaré aux autorités qu'elle allait bien et qu'elle vivait en Californie. Elle a affirmé n'avoir jamais commis de crime et ne pouvait donc pas être inculpée. En enquêtant sur les circonstances de sa disparition, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait été victime d'une série de violences domestiques et qu'elle avait dû quitter l'État de Washington pour cette raison. Bien qu'elle ait eu 2 enfants avec son mari violent, elle a eu 3 autres fils après avoir quitté son mari. La raison pour laquelle elle n'a jamais contacté ni sa famille ni le bureau du shérif jusqu'en 2011 n'est pas connue. Toutefois, on suppose qu'elle est pratiquement entrée dans la clandestinité parce qu'elle avait peur de son mari. Numéro 2, Timothy Carney. Timothy Carney, un jeune homme de 25 ans, se rendait à la prière du matin à la Gospel Westridge Church le 28 septembre 2004, lorsqu'il a soudainement disparu. Son colocataire, Roy Anthony, l'a vu pour la dernière fois dans leur appartement de Bolter Ridge. Il avait informé son employeur qu'il serait en retard au travail, mais personne n'a eu d'autres nouvelles de lui. Sa mère a déclaré aux enquêteurs que le groupe religieux auquel il appartenait essayait de le dissocier de sa famille et de ses amis. Plus tard, la police a trouvé sa voiture abandonnée sur le bord de la route, à la frontière entre Elizabeth et Newark. 4 jours après sa disparition, il a été signalé qu'il avait retiré $1000 en espèces d'un distributeur automatique. Cela a conduit les enquêteurs à penser qu'il avait probablement simulé sa disparition et qu'une tierce personne n'était peut-être pas du tout impliquée. Après 7 ans de recherche intensive, il a été retrouvé en 2011 par la fondation Kristen, une organisation qui s'efforce de ramener les personnes disparues à la maison. Son dossier de disparition, déposé au bureau du procureur du comté de Morris, a ensuite été classé. Ses parents étaient aussi confus que n'importe qui d'autre quant aux raisons pour lesquelles leur fils n'ait pas eu à les contacter pendant si longtemps. Qui sait pourquoi il a refusé de garder le moindre contact avec sa famille? Il pourrait s'agir de l'influence de l'Église sur lui, ou d'autres raisons personnelles. Quelle que soit la raison, sa famille a été heureuse d'apprendre qu'il était au moins en sécurité. Numéro 1, Lula Gillespie Myler. Lula Myler venait de donner naissance à son 3e enfant lorsqu'elle a disparu de Laurel, dans l'Indiana, en 1974. Avant de disparaître, elle a confié à ses parents la responsabilité de s'occuper de ses enfants. Sa famille n'aura plus aucun contact avec elle pendant les 40 années suivantes, à l'exception d'une lettre de Richmond, en Indiana, datant de 1975 et portant le cachet de la poste. Cependant, en 2014, le réseau O, une organisation qui aide les familles à retrouver les personnes disparues, a contacté Scott Jarvis, un sergent détective de la police de l'État de l'Indiana, pour l'aider à enquêter sur le cas de Lula. S'appuyant sur la lettre mystique de la mère, Jarvis a trouvé dans les archives de la police de Richmond le cas d'une femme décédée non identifiée. Après avoir comparé l'ADN de la femme décédée avec celui de Tammy Myler, la fille de Gillespie Myler, le résultat a été négatif. En 2016, les autorités ont eu vent d'une autre femme qui présentait des similitudes avec la mère de l'Indiana disparue et qui avait vécu dans le Tennessee dans les années 1980. Les autorités ont retrouvé cette femme dans une ville du sud du Texas. Il s'est avéré qu'elle vivait dans cette ville depuis les années 90. Sous un faux nom, Lula Myler a admis avoir quitté sa famille volontairement. La police a déclaré qu'elle n'avait commis aucun crime et s'est réservé le droit de garder l'anonymat sur sa disparition. Elle n'a pas voulu révéler le pseudonyme qu'elle utilisait ni identifier la ville où elle vivait. Aujourd'hui, il a été rapporté qu'elle a déclaré que sa fille pourrait recevoir son adresse de contact afin qu'elle puisse la retrouver. Selon une déclaration de la police, elle pensait qu'elle était trop jeune pour être mère. Si vous soupçonnez quelqu'un d'errer dans votre environnement et que vous pensez qu'il s'agit d'une personne disparue,
Racontez-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.